Docteur Alexandra Bouvard, qui est chef de clinique dans le service. Donc on s'occupe essentiellement d'anxiété et dépression résistante. Et également le docteur Sébastien Gare, que vous connaissez très très bien, qui est responsable du centre expert bipolaire. Donc c'est un de nos grands spécialistes sur la région, justement du trouble bipolaire. On a aussi abordé hier la question du trauma complexe et nous sommes heureux avec Bruno Aouizerat de pouvoir aussi accueillir ce matin le docteur Gonzalez de Capcivy qui va nous faire part de son expérience longue sur le sujet. Et puis en dernier lieu, moi je suis particulièrement contente, je l'ai vu arriver, d'accueillir le professeur Pierre Merville, transplanteur rénal au CHU de Bordeaux, et la psychologue Laetitia Etier qui travaille avec lui, et de pouvoir effectivement avoir aussi un témoignage de le trauma dans un service de médecine somatique. J'ai le plaisir de travailler avec eux depuis maintenant 10 ans, et je pense que leur intervention va être ô combien éclairante sur finalement le soin somatique, qu'est-ce que ça peut aussi générer en termes de psychotrauma. Je tiens aussi, en dernier lieu, parce qu'il est parmi les modérateurs, à remercier le docteur Didier Delay, parce qu'il nous a aidés, Mélanie et moi, cet été, et puis là, depuis quelques mois, à pouvoir rédiger le projet fédératif qui a été validé par l'ARS. Donc, un grand merci à toi. Alors, je partage totalement l'avis de Chantal. Je suis absolument ravi d'avoir le professeur Pierre Merville, qui est notre vice-doyen. Et justement, j'en profite également. Nous avons eu quand même le professeur Pierre Dubus, qui a passé la journée avec nous hier, qui est notre doyen. Et on ne peut également que les remercier parce qu'ils ont toujours soutenu notre belle et importante discipline. Donc aussi un grand merci à eux. Bonjour à tous, donc je suis le docteur Alexandra Bouvard, je suis chef de clinique au sein du CERPAD, qui est le centre référent des pathologies anxieuses et de la dépression pour la région Nouvelle-Aquitaine Sud, donc qui se situe au centre hospitalier Charles Perrins. Je tenais tout d'abord à remercier le docteur Berger et le professeur Aouizerat de me permettre de faire cette présentation aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais reprendre très brièvement les rapports qui existent donc entre le trouble de stress post-traumatique et ses comorbidités anxieuses et dépressives. Et dans un second temps, je vais revenir un peu plus en détail sur le fonctionnement donc, du CERPAD. Tout d'abord, sur le plan épidémiologique, on retrouve un fort ratio, un fort taux de comorbidité avec la dépression, puisqu'environ 50%, on retrouve environ 50% d'épisodes dépressifs caractérisés chez les patients qui souffrent de troubles de stress post-traumatique. Donc environ un patient sur deux, ce qui est évidemment loin d'être négligeable. Concernant les troubles anxieux, c'est plus variable selon le type de trouble anxieux, mais ça reste là encore assez important, puisqu'on retrouve des prévalences entre 7,3% et 31,4% selon le type de trouble anxieux et le sexe. Si on regarde un peu plus en détail la clinique, donc j'ai repris ici les critères, les symptômes cliniques repris dans le DSM-5 pour faire le diagnostic de troubles de stress post-traumatique, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'entre eux peuvent se superposer avec ceux de la dépression. Alors là, il y a eu une petite erreur parce que l'incapacité de se rappeler d'un aspect important de l'événement traumatique est quand même beaucoup plus spécifique du trouble de stress post-traumatique. N'était pas supposé être surligné. Mais en revanche, les croyances négatives persistantes concernant soi-même, les autres ou le monde, les distorsions cognitives dont la culpabilité et les idées de culpabilité, on sait qu'elles sont très fréquentes dans la dépression, les émotions négatives persistantes, la réduction de l'intérêt pour des activités importantes qu'on pourrait rapprocher de l'anédonie de la dépression, le détachement d'autrui, l'incapacité à éprouver des émotions positives sont des choses qu'on retrouve assez fréquemment chez les patients présentant un épisode dépressif caractérisé. On retrouve également chez ces patients-là des troubles du sommeil, à type d'insomnie, et des troubles de la concentration. Concernant les autres troubles anxieux, alors je rappelle que le trouble de stress post-traumatique faisait partie de la grande catégorie des troubles anxieux dans le DSM-4 et qu'il en a été sorti dans la version 5 du DSM. On retrouve cependant des symptômes qui se rapprochent, qui peuvent presque se superposer à ceux des autres troubles anxieux caractérisés, tels que l'irritabilité, les réactions de sursaut exagérées et là encore les troubles de la concentration.
J'aurais pu rajouter finalement l'évitement des stimuli qui, quand ils sont mis en lien avec le psychotraumatisme, s'intègrent aisément dans la catégorie du trouble de stress post-traumatique, mais ce n'est pas forcément toujours le cas, et ça peut nous arriver d'avoir des patients qui arrivent avec ce type de symptômes, donc d'évitement, qu'ils n'ont pas mis en lien avec le psychotraumatisme, et donc c'est un lien qui va être découvert au cours de l'évaluation. Quel est l'impact de ces comorbidités ? Comme on pouvait s'y attendre, évidemment une majoration de la souffrance et du retentissement fonctionnel chez les patients donc présentant à la fois ce trouble de stress post-traumatique et ces comorbidités anxieuses et dépressives. Une majoration du recours de soins en santé mentale qui en découle, mais aussi en santé physique. Une majoration de la chronicité de ces troubles, et puis ce qui nous intéresse particulièrement au SERPAD, une majoration de la résistance au traitement, donc particulièrement dans le cadre de la dépression, qui, je le rappelle, est caractérisée par la non-réponse à 2 lignes de traitement antidépresseur bien conduits. Le recours au centre de soins spécialisés va finalement s'axer autour de différentes dimensions. D'une part, à visée diagnostic positif, diagnostic des comorbidités et diagnostic différentiel, également à visée thérapeutique, et puis un troisième axe qui est à visée de recherche. Donc, concernant plus spécifiquement le SERPAD, l'objectif principal est de pouvoir améliorer la prise en charge des patients qui souffrent de troubles dépressifs caractérisés et de troubles anxieux, en particulier via la structuration d'un réseau de prise en charge sur le territoire de santé, avec des médecins généralistes, des psychiatres, des psychologues, qui vont pouvoir nous adresser les patients et à qui on va pouvoir aussi réadresser certains des patients à l'issue des bilans. Quels sont les objectifs de notre centre? Tout d'abord, une mission de soins, évidemment, à la fois d'évaluation diagnostique clinique, mais aussi paraclinique, via des bilans biologiques qui peuvent être utilisés à visée diagnostique ou à visée de surveillance d'un traitement, et aussi d'imagerie anatomique. On peut également proposer, j'y reviendrai un peu plus tard, un bilan neuropsychologique, et puis évidemment des propositions thérapeutiques basées sur les recommandations internationales. Une autre mission, c'est celle de la formation des médecins généralistes via la formation médicale continue, mais aussi des médecins psychiatres, l'information de la population générale et des populations à risque, et puis, encore une fois, donc je reviens là-dessus, mais de la recherche expérimentale et thérapeutique. Alors, comment se déroule un bilan au SERPAD de façon un peu synthétique? D'une part, donc, il y a un courrier qui est adressé par l'adresseur. Une fois qu'il va être pris en charge, il va y avoir un premier entretien clinique avec un des médecins psychiatres de l'unité, pour reprendre donc le motif de la demande à la fois de l'adresseur, mais également du patient, puisque même si dans la plupart des temps, ces deux demandes convergent, il peut arriver que le patient ait des questions plus spécifiques, et donc il est important de pouvoir les soulever, les expliciter dès le début, afin évidemment de pouvoir lui apporter des réponses si on peut. On reprend l'anamnèse et les antécédents psychiatriques en essayant de les intégrer dans une visée biographique afin d'avoir un aspect dynamique et en particulier par rapport aux éventuels psychotraumatismes quand ils sont mis en évidence lors de l'anamnèse. On reprend également les antécédents médico-chirurgicaux et toujours en essayant de les mettre en lien avec les potentiels symptômes psychiatriques présentés par le patient. On reprend aussi l'historique des traitements, et en particulier pour essayer de voir s'il n'y a pas une résistance au traitement ou d'éventuels facteurs de résistance. On va ensuite faire passer des psychométries, donc des questionnaires, des échelles aux patients pour compléter cette première évaluation clinique via des échelles générales, des entretiens diagnostiques semi-structurés comme la MINI, que peut-être vous connaissez, qui est un questionnaire assez long permettant de passer en revue la plupart des diagnostics du DSM. Et puis des questionnaires, des psychométries plus spécifiques, centrées évidemment sur les pathologies dépressives et anxieuses, et puis qui peut se surajouter selon les éléments cliniques récupérés, en particulier autour du psychotraumatisme. On peut également faire passer des échelles de qualité de vie pour évaluer le retentissement global des troubles dans la vie du patient. Un bilan neuropsychologique peut également être proposé, à la fois un bilan des fonctions cognitives globales telles que l'attention, la mémoire ou la flexibilité, mais également d'autres fonctions telles que la cognition sociale. Et ce bilan neuropsychologique, il peut avoir différents objectifs. D'une part, un objectif diagnostique, de diagnostic des comorbidités, de diagnostic différentiel ou des comorbidités, et puis d'un point de vue plus thérapeutique, d'essayer de mettre en évidence certaines difficultés pour le patient
avec des prises en charge potentielles de type remédiation cognitive. Toutes ces évaluations sont donc présentées par la suite en staff multidisciplinaire afin d'avoir un avis collégial, donc en présence des médecins, psychologues et infirmières de l'unité, qui ont lieu 3 fois par semaine. On a par la suite un entretien de restitution avec le patient pour lui faire le retour de tout ce bilan, et puis une restitution également à l'adresseur, au référent, via un compte-rendu écrit. Donc restitution au patient du diagnostic retenu, des éventuelles comorbidités, restitution également du résultat des psychométries, parce que souvent les patients y ont passé quand même beaucoup de temps et ils sont souvent assez en demande de savoir ce qu'il en est de tous ces questionnaires qu'ils ont passés. On peut également prescrire des bilans biologiques et des imageries, et donc de préciser un peu aux patients dans quel cadre ça s'intègre, comment ça va se dérouler et qu'est-ce qu'on en attend dans les grandes lignes. Et puis évidemment la restitution sur le plan thérapeutique des différentes options proposées, médicamenteuses ou psychothérapeutiques, et l'éventuelle orientation vers le réseau, donc soit réorienter vers une prise en charge psychiatrique si ce n'était pas le cas initialement, ou réorienter vers un type de psychothérapie qui semble adapté à l'évaluation du patient. Voilà un peu les différents intervenants. Donc l'équipe du SERPAD se compose de 4 médecins en fait maintenant. Donc le professeur Awizerat qui dirige le service, le docteur Doumi qui est praticien hospitalier, et puis ce qui n'est pas noté, mais le docteur Thomas Bienvenu qui nous a rejoint il y a une semaine, qui est chef de clinique comme moi. On a 2 internes en plus dans l'équipe, Madame Villa qui est neuropsychologue, Madame Josse infirmière et Madame Bilbao qui est la secrétaire de l'unité, avec les coordonnées du service. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Bonjour à tous. Un grand merci d'abord aux organisateurs, Bruno Awizerat, Chantal Berger, et à l'ensemble des personnes, notamment du centre hospitalier Charles Perrins, qui participent à cet événement. Moi, je suis bien content de me retrouver dans cette salle que j'ai connue quand j'étais, comme beaucoup de Bordelais de ma génération, quand j'étais tout petit. Je vous parle d'une époque où il y avait 3 salles de cinéma dans la métropole bordelaise. Il y avait l'Ariel, le Gaumont et cette salle de ciné. Voilà, et la grande salle est aussi belle qu'avant. Voilà, donc merci de m'avoir proposé de venir ici. Vous présenter donc la particularité du psychotrauma dans le trouble bipolaire et des complications que cela peut poser, les particularités que cela implique. Un petit mot sur le trouble bipolaire. Alors c'est des choses qui sont très familières pour certains d'entre vous, un peu moins pour d'autres, donc je préfère quand même m'attarder un peu là-dessus pour savoir de quoi on parle. Le trouble bipolaire, en termes d'épidémiologie, c'est une pathologie chronique qui touche un nombre assez conséquent de la population. Cette étude, l'étude Merrick-Angas, c'est une étude qui a été proposée par l'OMS, qui a été élaborée par l'OMS, une étude internationale multicentrique qui retrouve un taux de prévalence vie entière donc de 2,4%. Il est important d'avoir en tête que l'impact fonctionnel du trouble bipolaire est majeur et qu'il constitue la 6e cause de handicap dans le monde. L'âge de début, on va dire que dans sa forme classique, le trouble bipolaire, c'est la pathologie d'un cerveau en fin de maturation, c'est-à-dire fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. L'âge moyen est autour de 20-22 ans. Il existe des formes à début bien plus tardifs, mais là, pour le coup, se pose la question aussi, pour certains d'entre eux en tout cas, d'un mode d'entrée dans une pathologie neurodégénérative. Le délai de diagnostic, classiquement, il est long. Ça, c'est des données qui ont été reproduites assez récemment, mais qui sont les mêmes que celles de la fin des années 90, début 2000. Environ 8 ans entre le moment où la pathologie débute et le moment où un médecin va poser le bon diagnostic. 8 ans, c'est extrêmement long. Ça veut dire que pendant 8 ans, on ne peut pas appliquer les procédures thérapeutiques validées, que la maladie va donc évoluer, puisque le naturel de la bipolarité, c'est d'évoluer pour son propre compte, avec malheureusement une multiplication des épisodes et un impact important. On considère qu'il s'agit d'une pathologie multifactorielle sur le modèle gène-environnement. On vient au monde avec une vulnérabilité quelque part. Là, en l'occurrence, ça va être une vulnérabilité d'ordre thymique par rapport au risque de développer une pathologie de l'humeur. Mais ce n'est pas parce qu'on a cette vulnérabilité qu'on va développer la pathologie.
Donc il y a des facteurs environnementaux et des facteurs liés au développement qui peuvent faire basculer de la simple vulnérabilité à la pathologie. Pour employer une métaphore, si on vient au monde avec la peau claire et les yeux bleus, on a un risque de développer un jour un cancer de la peau. Ça ne veut pas dire qu'on va le développer forcément, mais ça veut dire qu'on va être beaucoup plus sensible à des facteurs environnementaux, en l'occurrence l'exposition solaire, qui risquent d'amener vers la pathologie. Pour le trouble bipolaire, on va considérer que c'est la même chose. La différence, c'est qu'aujourd'hui, la recherche médicale n'est pas suffisamment avancée pour que je puisse vous dire, là, aujourd'hui, les rayons du soleil dans le trouble bipolaire, c'est ça, ça, ça. Simplement, on sait que le traumatisme va tout de même jouer un rôle précipitant ou tout du moins aggravant. Alors, de quoi parle-t-on? Nous avons tous des dimensions qui sont régulées par un processus d'homéostasie, donc un processus qui permet de faire en sorte que ces dimensions n'aillent ni trop vers le haut, ni trop vers le bas. Alors, on peut parler de la tension artérielle, de la glycémie ou d'autres dimensions comme ça. Et puis, on peut parler de l'humeur. Donc, l'humeur, lorsqu'elle est correctement régulée, elle évolue, mais à bas bruit. C'est-à-dire qu'on peut avoir des jours où on est un petit peu plus sombre, un peu plus fatigué, voilà, des jours où on est au contraire beaucoup plus dynamique, ouvert, souriant. Mais globalement, ça se passe bien et il y a un thermostat qui, entre guillemets, bien sûr, qui fonctionne et qui permet de réguler tout ça. Lorsque le thermostat ne fonctionne plus, survient ce qu'on appelle un trouble de l'humeur avec la possibilité de voir des grands refroidissements qu'on appelle les dépressions, donc période marquant une rupture avec l'état antérieur est caractérisée par des symptômes comme la difficulté ou l'impossibilité à éprouver du plaisir pour les activités habituellement plaisantes, la tristesse, le ralentissement, la perte d'énergie, les pensées sombres, autodévalorisantes, pessimistes, et puis des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit. La dépression dure classiquement quelques semaines à quelques mois. Et lorsqu'elle est associée à des phases hautes qui sont tout à fait inverses, quasi symétriques, on parlera de troubles bipolaires. Alors, qu'est-ce que c'est que ces phases hautes? Classiquement, c'est la phase maniaque. Donc là, on parle encore d'une rupture avec l'état habituel. Donc, il se passe quelque chose de nouveau. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de troubles psychocomportementaux, c'est-à-dire des pensées qui vont très très vite, qui s'accélèrent, qui sont très difficiles à suivre, y compris par la personne elle-même. Ça implique aussi une énergie débordante, un niveau d'agitation, d'excitation tout à fait inhabituel, un sommeil réduit qui ne s'associe pas à une fatigue, mais au contraire à une énergie toujours plus importante, avec un contenu de pensée qui est très différent de la dépression, à savoir des idées de grandeur, de toute puissance qui peuvent amener à des prises de risques. Donc, notre travail au Centre Expert Bipolaire, ça va être de pouvoir diagnostiquer ces troubles bipolaires. Alors, quand on est en plein cœur de l'état maniaque, le diagnostic est assez facile à faire. Quand on est plus tard, quand on arrive plus tard, notamment lors de la phase de normothymie, donc l'équilibre, ou lors de la phase de dépression, là, le diagnostic est beaucoup plus compliqué. Et ça explique en partie le retard diagnostique que j'ai évoqué tout à l'heure, ces fameux 8 ans. L'hypomanie, je passe assez rapidement, mais on parlera d'une hypomanie lorsqu'il y a un état maniaque, une manie, mais qui est quand même atténué avec une certaine persistance de contrôle et le fait que finalement cet état de déstabilisation n'implique pas d'altération majeure du fonctionnement de la personne. Alors, ces phases hypomaniaques sont beaucoup plus difficiles à repérer que les phases maniaques parce qu'elles ont beaucoup moins d'impact, elles ont laissé moins de traces, il n'y a pas eu besoin d'hospitalisation et elles peuvent même revêtir un aspect vertueux, entre guillemets, c'est-à-dire que la personne peut avoir le souvenir de cette crise comme finalement quelque chose d'assez sympathique et d'assez favorable. Voilà en quelques mots, très rapidement, la clinique du trouble bipolaire. Alors, si on revient sur le sujet du jour, le trouble bipolaire présente plusieurs problèmes dans la prise en charge et un des principaux problèmes, sinon le principal, c'est que c'est une pathologie hautement comorbide, c'est-à-dire qu'il y a un effet quasiment d'aspiration des autres pathologies psychiatriques et même de problèmes physiques.
sur lesquels je ne m'étendrai pas là. Donc on va avoir notamment des problèmes d'addiction. Là, je ne parle pas d'addiction au tabac, donc c'est des addictions hors tabac, parce qu'avec le tabagisme, on peut aller encore plus haut en termes de chiffres. Les addictions concernent environ 50% des patients bipolaires, vivant avec un trouble bipolaire, au cours de leur vie. Alcool, cannabis, cocaïne, mais aussi ce qu'on appelle les addictions comportementales, notamment le jeu pathologique. Et puis, il y a aussi les troubles anxieux, donc là, on vient à notre sujet du trauma. Je ne vais pas tous les détailler, mais aller d'emblée sur ce qui pose souci, c'est le trouble de stress post-traumatique, avec une fréquence doublée par rapport à la population générale, avec des prévalences de 16% versus 28% dans une étude publiée en 2004. Alors, pourquoi ce problème particulièrement chez nos patients vivant avec un trouble bipolaire ? On pourra en parler toute la matinée. Il y a quand même pour moi deux choses importantes. C'est qu'en phase maniaque, il y a une notion de prise de risque. Je rappelle qu'il existe un sentiment de toute puissance qui peut amener les personnes en phase maniaque à se sentir invulnérables et à prendre des risques, alors à différents niveaux, mais malheureusement, bien sûr, très logiquement, ça les expose à des événements traumatiques parce qu'ils vont pouvoir se retrouver quai de Paludate à 4 heures du matin quand les boîtes ferment, dans des endroits où il vaut mieux pas se trouver, etc., etc. Et puis en phase dépressive, il y a une altération aussi des capacités de résilience probablement qui font que le trauma est vécu de façon encore plus douloureuse. Donc le trauma pose problème parce que ça va générer une pathologie associée et même de toute façon, s'il n'y a pas de trouble de stress post-traumatique installé, ça va quand même poser problème dans l'évolution intrinsèque du trouble bipolaire parce que les patients qui sont exposés à des traumas dans l'enfance, ils ont finalement des formes de troubles bipolaires plus sévères que les autres. Donc là, on fait référence à une étude française qui a montré que les patients exposés à des traumas dans l'enfance, donc ça s'évalue avec un questionnaire qui s'appelle le CTQ, le Childhood Trauma Questionnaire. Ces patients-là, ils présentent un début de pathologie bipolaire plus précoce, malheureusement plus de conduite suicidaire, ils vont plus vers l'addiction, notamment au cannabis, malheureusement plus de dépression et plus de phase maniaque. Enfin, on a globalement une maladie qui est plus sévère, qui est plus autonome. Et puis, il y a également plus de cycles rapides. Donc, les cycles rapides, plus de 4 épisodes par an. C'est-à-dire, c'est la répétition incessante des crises avec de moins en moins d'espace libre, de moins en moins de moments pour souffler, pour respirer. Donc, le trauma pose clairement un problème en termes d'évolution du trouble bipolaire, en sachant que là, ça ressortait surtout avec ce qu'on appelle les abus émotionnels, c'est-à-dire toutes les conduites de dénigrement dont peuvent être victimes les enfants, les conduites d'humiliation, de dénigrement répétées, manifestement, auraient un impact au niveau cérébral, neurologique, visant à, malheureusement, aggraver la maladie bipolaire plus tard. Alors, le centre expert bipolaire, je vais aller assez vite. Donc nous appartenons, donc le centre expert bipolaire, tout comme le CERPAD et le centre expert dépression résistante sont des unités du centre hospitalier Charles Perrins. Nous appartenons également à un réseau de coopération scientifique qui se nomme la Fondation Fondamentale, qui s'est proposé de créer des centres experts sur l'ensemble du territoire national pour optimiser la prise en charge des pathologies mentales. Nous avons 4 missions. Là, je reviens sur la diapositive du docteur Bouvard, parce que c'est exactement similaire. La première mission, c'est une mission de soins, avec d'une part la contribution à des questions diagnostiques. La plupart des sollicitations du centre expert bipolaire reposent sur l'existence ou l'absence d'une pathologie bipolaire, et si oui, de quelle nature, peut-on la spécifier? À l'issue de ça, bien sûr, nous allons orienter les stratégies thérapeutiques, pharmacologiques et non pharmacologiques. L'objectif des centres experts, notamment du centre expert bipolaire, c'est de pouvoir contribuer à la recherche en santé mentale. L'évaluation de nos patients se fait à travers un recueil de données qui est informatisé et qui vient alimenter une base nationale de données multicentriques.
dans laquelle après les acteurs de la Fondation peuvent puiser pour élaborer des recherches. Et puis il y a une mission qui est essentielle, c'est la mission d'information, de déstigmatisation. Moi, c'est cette mission qui m'amène assez fréquemment à sortir des murs de l'hôpital pour venir dans la cité, au contact de chacun, pour expliquer ce qu'est la pathologie bipolaire et pour voir donc diminuer le poids de la stigmatisation autour de cette maladie. C'est ma dernière diapositive, donc la prise en compte du trauma au centre expert bipolaire. Tout à l'heure, le docteur Bouvard vous a présenté le parcours d'un patient. Il est strictement superposable dans notre service. Concernant la prise en compte particulière du trauma, je vais juste m'attarder là-dessus. Je ne parle pas de l'évaluation de neuropsychologie ou de la psychométrie, mais le trauma, alors nous allons l'évaluer sur la base d'entretiens cliniques d'évaluation qui sont réalisés par des psychologues cliniciennes qui vont s'attacher à détailler l'histoire développementale du trauma. Est-ce que c'est un trauma simple ou est-ce qu'il y en a eu de façon répétée? À quel âge? La question de la sémiologie différentielle. Quel type de trauma? Est-ce que c'est de l'abus? Est-ce que c'est de la négligence? Est-ce qu'il y a de la carence aussi, notamment de la carence affective? Et quelle stratégie le patient a pu mettre en place au cours de son histoire pour faire face à ça? Donc on parle d'évitement, on parle de recours aux toxiques. L'idée de ces évaluations, c'est d'avoir une vision la plus holistique possible, donc globale possible, et essayer d'expliquer l'apparition de certaines pathologies en fonction d'événements ou de pathologies autres. Quel est l'historique en termes de prise en charge? Est-ce qu'il y a eu des traitements pharmacologiques? Est-ce qu'il y a eu déjà des tentatives de psychothérapie? Et puis, tout comme au CERPAD, nous proposons une restitution du bilan, c'est-à-dire que nous avons un temps assez long, hein, c'est 1 heure de consultation, la restitution, où nous allons tous nous asseoir autour d'une table avec le patient qui a été évalué, et nous allons lui donner les résultats de l'évaluation, avec notamment des éléments de psychoéducation, qu'est-ce que le trauma, les mécanismes, qu'est-ce qui se passe au niveau cérébral quand on vit un traumatisme. Il y a la question de la judiciarisation aussi qui peut être évoquée. Et puis, on va être amené à nommer les interactions avec le trouble bipolaire. On va expliquer que les reviviscences du trauma ou les dates anniversaires, notamment dans les traumas simples, peuvent constituer des facteurs de déstabilisation de la bipolarité, ou facteurs de maintien de la crise, ou de facteurs de maintien des symptômes résiduels. Il y a la question de la confusion diagnostique aussi, puisqu'on peut avoir une hyper-réactivité émotionnelle dans le trouble de stress post-traumatique, avec des vécus émotionnels pénibles, une irritabilité, une activation neurovégétative importante. Et enfin, nous orienterons les patients vers une thérapie appropriée, en tenant compte de ses spécificités et bien sûr de l'offre de soins, en allant préférentiellement vers des thérapies validées comme le MDR ou la thérapie des schémas. Bien évidemment, quand on parle de psychothérapie chez une personne souffrant de troubles bipolaires, on parle d'une méthode qui ne pourra s'appliquer qu'à l'obtention de la normothymie. Il n'est pas question d'engager une personne souffrant de dépression ou a fortiori d'épisodes maniaques dans un processus psychothérapeutique, a fortiori centré sur le trauma. En conclusion, les facteurs traumatiques influencent l'évolution du trouble bipolaire, compliquent sa prise en charge, doivent être recherchés de façon systématique. Bien évidemment, c'est du bon sens, mais c'est important de le dire. Il faut une mise en confiance préalable, c'est un sujet particulièrement délicat. L'existence d'une équipe pluriprofessionnelle avec un personnel formé et entraîné permet de mieux orienter le choix thérapeutique. Et je vous remercie de votre attention.